Bonjour à tous, je suis Madi Attab de l'Université de Lorraine et le sujet traite aussi de la microstructure en lien avec le phénomène de dilatance dans les argiles surconsolidées. Pour cette présentation, je vais me baser beaucoup sur les travaux d'un doctorant, Quanfeng Gao, qui va soutenir sa thèse très bientôt. Quanfeng, juste ici sur la photo. Mais sur cette question-là, sur ce sujet-là, je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années avec Jean-Marie Fleureau de Centrale Supélec, Jean-Marie ici en grande conversation avec Tachoka, et Pierre-Yves Vicher également de l'école centrale de Nantes, Pierre-Yves ici sur la photo. Ma présentation va se dérouler en deux parties. Une première partie qui va être basée sur une approche qui est purement expérimentale. C'est une approche de recherche de mécanismes au niveau local, mais aussi mécanismes au niveau global. Et pour la deuxième partie de ma présentation, c'est une partie qui n'est pas très grande, c'est une petite partie, qui est une tentative de modélisation micromécanique. Première partie, je vais parler du comportement mécanique sur chemin triaxiaux, après une petite conclusion autour du phénomène de la dilatance. Comportement dilatant également et état microstructurel. Ensuite, je vais finir par quelques points de conclusion. Le phénomène de dilatance, tout le monde connaît, tout le monde en a fait l'expérience, en marchant sur du sable saturé, au bord de la plage par exemple, et en constatant qu'autour du pied, il y a une auréole qui va se former, où sur la surface, l'eau a disparu. C'est le phénomène de dilatance qui peut être mis en évidence, qui peut être traité d'une manière un tout petit peu plus rigoureuse au laboratoire avec des essais tout simples. Ce sont ces essais-là où on va mettre deux poires dans laquelle on va introduire du sable saturé. D'un côté du sable lâche, de l'autre côté du sable dense. Et tout ça est bien saturé à un niveau d'eau colorée, par exemple, au même niveau. On va appuyer sur le sable lâche, on va avoir donc le niveau d'eau qui va monter. Ce qui prouve que dans l'échantillon, on a généré une contraction, on a une diminution de volume de l'échantillon, d'où l'expulsion de l'eau. Sur le sable dense, on appuie et le niveau d'eau va baisser. Alors, cela montre qu'on a provoqué ici une augmentation de volume de l'échantillon. C'est le phénomène de dilatance. Les déformations volumiques, eux, vont se produire en dilatance, et ceci est très bien expliqué par le fait qu'il y a eu ici un désenchevêtrement de la structure dense du milieu granulaire du sable. Un phénomène qui est associé à ça et qui est plus connu, c'est le phénomène de liquéfaction. Et là, la liquéfaction, c'est le phénomène d'augmentation de la pression interstitielle dans le sol dû à un cisaillement cyclique, par exemple. Et ce phénomène peut mener à l'effondrement par liquéfaction. Vous avez ici un cas d'école de l'effondrement par liquéfaction suite au séisme de Niigata, une photo très impressionnante, très connue sur le phénomène de liquéfaction. Alors, dans les argiles saturées, remaniées, le phénomène de la dilatance apparaît lorsque lorsque l'argile est surconsolidée, et dans lequel la surconsolidation est supérieure à 2. Alors, vous avez ici une petite illustration d'un comportement typique des argiles surconsolidées, remaniées, saturées, surconsolidées, où on montre que la dilatance est activée après une phase de contractance. Et cette dilatance, cette apparition de la dilatance se produit pour un niveau de contrainte qui est en deçà du niveau de contrainte obtenu pour l'état critique. En ce sens, l'état caractéristique qui définit le changement de phase entre contractance et dilatance se trouve différencié de l'état critique au sens de Roscoe, qui, lui, est obtenu comme un état ultime vers lequel le comportement des argiles va tendre en grande déformation.
Alors, dans ce sujet-là, dans cette problématique-là, on va essayer de caractériser la microstructure qui est associée à l'activation de la dilatance, mais aussi la variation de cette microstructure lorsque la dilatance se développe au niveau macroscopique. Alors, du point de vue de la microstructure, on va s'intéresser à deux grandeurs. La première, c'est l'orientation des particules, et la deuxième grandeur va être des propriétés. On va suivre les propriétés de la porosité, pas d'une manière aussi minutieuse que ce qu'on a pu voir ce matin, mais on va prendre, par exemple, la porosité que l'on va tout simplement constater à partir des photos MEB. Sur la porosité, on va s'intéresser à deux choses, son orientation et sa forme, principalement. Alors, sur l'approche expérimentale, l'investigation est de type micro-macro. On va d'abord réaliser des essais mécaniques, ce sont des essais triaxiaux drainés sur différents chemins de contrainte. Et ensuite, après l'essai mécanique, on va découper des petits échantillons pour l'observation microscopique. Pour l'observation microscopique, on va utiliser deux techniques. La première, c'est la microscopie électronique à balayage, de façon à avoir des photos et essayer d'identifier les deux grandeurs dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième, c'est la microtomographie, de façon à essayer d'approcher la microstructure à une échelle un peu plus mésoscopique. Là, c'est le matériau qu'on utilise pour cette étude. C'est un kaolin qui s'appelle maintenant kaolin K13, mais qui en fait est une kaolinite qui est connue. C'est de la kaolinite P300 qui a fait l'objet de beaucoup d'études par le passé. Cette argile est assez à l'avantage, en tout cas, de contenir une proportion de kaolinite, de particules en kaolinite qui est relativement élevée, plus de 90%. Elle a aussi l'avantage d'être relativement stable, elle est inactive et avec de photos correctement prises, on peut assez facilement aussi identifier les particules. Dans le cas macroscopique, pour le comportement macroscopique de l'argile, on va se placer dans un cadre formel de l'élastoplasticité. C'est-à-dire qu'au cours d'un essai triaxial, quel que soit le chemin de contrainte, mon tenseur de contrainte effective va se décomposer en une partie isotrope et une partie déviatoire. Également pour le tenseur de déformation, partie isotrope, partie déviatoire. Et dans le cadre de l'étude, je vais m'intéresser plus particulièrement au développement de la déformation volumique. Expérimentalement, lorsque je fais un chemin de contrainte quelconque dans un essai triaxial, je vais acquérir une déformation volumique. Et je vais supposer que cette déformation volumique, aussi en termes d'incrément, va être décomposée en deux parties. Une partie de déformation qui est liée, qui est due à la partie isotrope de la contrainte, et une partie de la déformation qui est due à la partie déviatorique de la contrainte. C'est une hypothèse que je prends, et c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque je mène un essai à sigma 3 constant. Maintenant, si je fais un chemin purement déviatorique, un chemin triaxial purement déviatorique, j'ai la première grandeur qui va s'annuler ici, et j'ai ma déformation volumique totale qui va correspondre à la déformation volumique due à la partie déviatorique de la contrainte. C'est assez pratique de faire ce genre de choses parce que le phénomène de dilatance va être identifié d'une manière plus rigoureuse. Là, ce sont des résultats sur de l'argile surconsolidée, sur un large éventail de surconsolidation. Ce sont des essais qui sont assez anciens, mais néanmoins, ils ont l'avantage d'être clairs pour montrer, pour identifier le phénomène de dilatance. Nous avons ici l'argile normalement consolidée. Là, ici, on a déformation volumique en fonction du déviateur et le chemin est purement déviatorique. Nous avons donc, pour l'argile surconsolidée, une contractance dès le début du chargement. Dès lors où on met une petite surconsolidation dans l'argile, on va voir apparaître une phase
pour laquelle la déformation volumique est égale à 0. Cela veut dire qu'on va faire évoluer le déviateur dans le plan des contraintes, mais mon volume va rester constant. Ensuite, à partir d'un certain déviateur, on va avoir l'activation de la contractance lorsque le degré de surconsolidation est faible, et on va avoir aussi la dilatance lorsque le degré de surconsolidation est élevé, et cette dilatance est d'autant plus marquée que la surconsolidation est forte. Ces résultats, sur le plan des contraintes, vont être traduits en 3 domaines de comportement. Un domaine pour lequel nous n'avons pas de variation de volume, la déformation volumique est égale à 0, et un domaine de contractance, un domaine de dilatance. Alors, ces résultats sont tout à fait concordants avec des résultats qui ont été obtenus quelques années plus tôt par Biarritz et Ischer, et qui montrent que lorsqu'on suit un chemin à sigma 3 constant, un chemin classique drainé, eh bien, on obtient dans le plan de contrainte un domaine pour lequel la déformation volumique n'est due qu'à la partie isotrope de la contrainte. Tout ça est tout à fait concordant. Évidemment, lorsque vous suivez un chemin à P constant, vous avez la déformation qui est due à P qui est égale à 0 et vous obtenez pas de changement de volume. Alors, tout ça est tout à fait concordant et le cadre de notre étude va se placer dans ce cadre-là. Donc je disais que le cadre de l'étude, notamment les essais menés au laboratoire, ont consisté à se dire, eh bien on va se placer dans ce contexte, on va dans le plan des contraintes se placer à un niveau de contrainte donné et on va essayer de mener différents chemins de contrainte pour aboutir au final au même niveau de contrainte. Ce sont des essais qui ont été menés par Lamine Guilhammer, qui est là et qui a passé la main à Quanfeng pour les essais de la microstructure. Et donc, on a au final 4 essais, si on veut mener des essais purement déviatoriques, à sigma 3 constant, en normalement consolidé, en surconsolidé. On a au final 4 essais. Et si on veut projeter les 3 domaines de contraintes qu'on a vu tout à l'heure, on le fait sur un plan normalisé par rapport à la contrainte isotrope. Et là, on voit apparaître nos 4 essais, ici les essais normalement consolidés, et ici les essais surconsolidés. Vous remarquez que le niveau de contrainte à laquelle on veut aboutir est très très proche du domaine pseudo-élastique. Là, ce sont les résultats des essais au niveau macroscopique. Alors, ces résultats montrent des choses qu'on a déjà observées auparavant, donc je ne vais pas trop m'attarder. Je vais simplement appuyer le fait qu'on gagne en résistance, évidemment, lorsqu'on est surconsolidé, on est contractant lorsqu'on est normalement consolidé, et on a un comportement plutôt contractant à sigma 3 constant, tout ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La dilatance ne s'est pas encore activée puisqu'on n'est pas allé assez loin sur le chemin de contrainte. Lorsqu'on est à P constant, on a une petite dilatance qui apparaît ici. Au niveau de la caractérisation microstructurale, je vais commencer par l'orientation des particules. Alors là, c'est un peu le traitement, la méthode de traitement qui est adoptée au laboratoire. On va donc prendre une surface d'observation. Cette surface est parallèle à la contrainte axiale au surchemin triaxial. Et on va prendre différentes photos sur cette surface d'une manière complètement aléatoire. Pour chaque photo, on va donc représenter toutes les particules qui vont se présenter de bord en respectant leur orientation et en respectant aussi leur longueur. Alors ce que vous voyez ici, c'est le plan qui va être une orientation que je vais appeler orientation 0, mais qui va être perpendiculaire à la contrainte axiale. Et à partir de là, on va tracer une courbe que je vais appeler courbe d'orientation et que je vais devoir interpréter plus tard. Sur cette courbe d'orientation, qui est exprimée en termes de
pourcentage de particules en fonction des orientations, je vais placer une droite que je vais appeler la droite D, de dépolarisation, et qui va exprimer la structure qui est parfaitement isotrope des matériaux argileux complètement fictifs. Alors, en fait, dans la méthode d'analyse, on ne va pas traiter une seule photo, on va traiter un ensemble de photos prises sur la surface, et la courbe qu'on obtient ici est en fait une courbe d'orientation qui représente la combinaison de toutes les observations, de toutes les photos qu'on a analysées ici. Alors, à ce moment-là, on passe au résultat, simplement en analysant ces courbes d'orientation, et on a la partie normalement consolidée ici, la partie surconsolidée ici. On s'aperçoit que pour la partie normalement consolidée, on a une orientation privilégiée des particules qui apparaît ici clairement par ce pic-là. Quel que soit le chemin de contrainte, il apparaît que c'est la même orientation privilégiée, et l'orientation se fait à peu près environ 30 degrés. Le cas surconsolidé, on a quelque chose d'un petit peu différent. On a effectivement une orientation privilégiée des particules, mais le pic apparaît plus arrondi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a quelque chose de privilégié qui est un petit peu plus orienté que ce qu'on a vu au-dessus, mais on a aussi d'autres orientations qui sont sensiblement significatives. Alors, cela veut dire qu'on a affaire à deux modes d'orientation qui sont différents, selon qu'on soit normalement consolidé ou surconsolidé, et selon surtout s'il y a apparition de la dilatance ou pas. Alors, sur le premier cas, on a quoi? En fait, on va regarder évidemment un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de nos photos. Le mécanisme qui se produit est d'abord une densification du matériau, ça c'est extrêmement important, et ensuite on a une orientation de particules qui va se faire suivant des plans très orientés et sur lesquels les particules vont s'associer face-face le long de ce plan. Sur la phase surconsolidée, avec apparition de la dilatance, ici, on va avoir une orientation plutôt tortueuse, c'est-à-dire que le mode d'orientation va être celui-là. C'est une ligne plutôt brisée sur laquelle les particules vont aussi s'associer, mais d'une manière un peu désorganisée. On passe à ce qui caractérise la porosité du point de vue de la forme et du point de vue de l'orientation. Alors, la méthode est une méthode d'identification de la porosité en faisant un traitement d'image, mais de façon à simuler chaque pore avec une ellipse de cette façon-là, et on va traiter donc le calque obtenu par un ensemble d'ellipses. Alors, on va analyser chaque ellipse du point de vue de son orientation et aussi du point de vue de sa forme. Pour la forme, on va s'intéresser au paramètre RS, qui, par exemple, lorsqu'il est égal à 1, veut dire simplement qu'on a affaire à des pores plutôt circulaires. Alors, les résultats sont des résultats qui suivent, qui sont concordants avec les orientations de particules. Pour ce qui concerne le normalement consolidé, mais aussi pour ce qui concerne le sigma 3 constant lorsqu'on est surconsolidé. En revanche, lorsqu'on a la dilatance sur chemin purement déviatorique, la courbe tend à se déformer pour aller rejoindre la courbe de dépolarisation. Alors, cela veut dire ici qu'on a une orientation des pores qui est plutôt une orientation désorganisée. Voilà ce que cela veut dire. Du point de vue de RS, du point de vue de la forme des pores, on n'a pas grand-chose à dire sur la partie normalement consolidée et à sigma 3 constant. On a affaire à quelque chose, à des pores. Évidemment, je parle de pores en moyenne. Pas, tous les pores ne sont pas forcément comme ça. Mais en moyenne, on a des pores qui sont plutôt en ellipse allongée. Par contre, pour ce cas-là,
lorsqu'on a une dilatance, la courbe va se décaler vers la droite. Cela veut dire qu'on a ici une ouverture de ces pores qui sont en forme d'ellipse. On regarde un petit peu les photos et on voit qu'effectivement, on a une ouverture de la porosité qui se fait, qu'on voit très clairement, quel que soit le chemin qu'on prend à P constant sur ce domaine de dilatance. On a une ouverture des pores qui font aussi penser à un réseau de microfissuration également. Sauf que cette microfissuration a plus l'air d'être un endommagement qu'une fissuration très bien définie ou une fissuration suivant des plans bien définis. Alors au final, cette fissuration va former des zones, des points dans le matériau qui seront des points de faiblesse pour ce qui concerne le mécanisme de glissement par exemple. Là, ce sont les résultats de la microtomographie. La microtomographie ne donne pas grand-chose pour les normalement consolidés, elle ne donne pas non plus grand-chose pour les essais à sigma 3 constant, probablement à cause de la densification. Donc, on n'est pas arrivé à voir des choses ici, cela ne veut pas dire que des choses ne se passent pas, bien évidemment. Par contre, on est arrivé à voir, lorsque le mécanisme est un mécanisme de dilatance, une microfissuration qui se développe aussi à l'échelle mésoscopique. Cette microfissuration n'est pas non plus bien définie, selon des plans définis. Elle a aussi l'air d'être plus un endommagement ponctuel qu'une fissuration bien définie. Alors là, ce sont des essais qui ont été réalisés par une autre doctorante, c'est Dan Zhao qui travaillait plus sur le fluage, phénomène de fluage, et qui a constaté dans le domaine de dilatance la même chose donc, que Quinn Feng, qu'elle a représenté de cette façon-là, qui est une représentation tout à fait conforme à ce qu'on voit sur les photos. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est à un niveau de contrainte donné, dans le domaine de dilatance, après avoir fait un chemin purement déviatorique, elle va rester au même point et elle va réaliser un essai de fluage au triaxial. Et elle constate la chose suivante, c'est que les ouvertures, donc la porosité qui était déjà ouverte après le phénomène de dilatance suite à l'essai de cisaillement, eh bien, vont continuer à s'ouvrir. Au niveau global, on va obtenir la continuité de la dilatance, ça on le voit bien dans le comportement, mais au niveau local aussi, on observe des choses. Et elle s'est intéressée à réaliser un essai qui allait jusqu'à très loin, très proche de l'enveloppe de résistance maximum. On sait bien qu'on est endrainé, donc il n'y a pas d'effondrement lorsqu'on mène, y compris un essai purement déviatorique, et on n'a pas eu d'effondrement. Seulement, si elle s'arrête là et elle fait un essai de fluage, eh bien, elle a obtenu un effondrement de son échantillon qui était brutal. Cela fait penser beaucoup à un fluage qui est de type tertiaire. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de ma première partie. J'ai en gros 4 conclusions. Je vais insister sur la 4e, qui est que, à partir de ces observations, de ces travaux, on montre que la dilatance dans les argiles remaniées saturées est gouvernée principalement par le développement d'une microfissuration plus ou moins orientée, plus ou moins ouverte, et qui peut se propager jusqu'à l'échelle mésoscopique. Et sur un essai de fluage, cette microfissuration peut aussi mener, dans certaines conditions, à un effondrement rapide de l'échantillon. Alors, j'arrive à la deuxième partie de ma présentation, qui a été réalisée avec Ching Chang de l'Université de Massachusetts à Amherst, et qui consiste à travailler sur une approche micromécanique. Alors, sur ce travail-là, évidemment, on n'a pas encore abouti à introduire des éléments qui peuvent nous permettre d'arriver au comportement de la dilatance que je vous ai montré tout à l'heure. Le modèle est
est encore en cours de sophistication. On va la travailler sur le comportement sur chemin isotrope. Alors, cette approche micromécanique consiste à introduire des propriétés physico-chimiques à travers des forces répulsives et des forces attractives, mais agissant entre clusters et non entre particules et entre feuillets, comme on a pu le voir ce matin. Donc, on ne va pas aller à cette finesse du comportement local, on va se restreindre à l'agrégat. Le deuxième point, c'est que cette approche-là a nécessité une validation par un matériau qui peut être un matériau variable du point de vue de ses propriétés physico-chimiques. Donc l'idée était de créer un matériau qu'on a appelé V2M et qui est un matériau mélange entre la momorionite et la kaolinite, mais variable. C'est-à-dire il va être variable par la proportion de momorionite qu'il va contenir. Là, ce sont les résultats sur chemin isotrope de ce matériau variable, et on voit que sur chemin isotrope, on a une variation évidemment du comportement sur ce chemin. Cette variation va être identifiée par la variation du coefficient de compression. Mais pour notre modélisation, on ne va pas se placer dans ce plan, on va se placer dans un plan qui est tout à fait équivalent et qui va se faire à travers l'évolution de la teneur en eau en fonction de P'0 qui est la contrainte isotrope. Là, ce sont les propriétés locaux et les hypothèses qu'on a prises pour cette modélisation. À la base, on va considérer que la structure de notre argile est une structure en agrégat et qu'après le chemin isotrope, la structure va rester en agrégat. On va passer de cette structure à l'agrégat, une structure d'assemblage de clusters. Première hypothèse, c'est que la déformation de l'assemblage de clusters est principalement causée par la modification des pores entre clusters. Les clusters, là c'est une hypothèse qui est assez forte, les clusters sont considérés comme non déformables pour cette partie de la modélisation. Deuxième hypothèse, c'est que des forces d'interaction vont exister entre les clusters, deux clusters voisins, et entre l'eau et la surface des clusters qui est considérée comme chargée. Cela veut dire que si je veux changer les propriétés physico-chimiques de mon système, ce sont les propriétés de la surface que je vais changer. Je vais jouer avec ces propriétés-là. Troisième hypothèse, c'est que deux types de forces d'interaction vont exister. De type répulsif et de type attractif, et la combinaison des deux, la compétition des deux, va me former la force normale entre les clusters. Ici, le problème est un problème, la loi est une loi sans contact. Par rapport aux lois avec contact qui étaient menées jusque-là dans les travaux de Chang. Et je vais considérer aussi que j'ai une distance minimum tolérée entre les clusters. Là, c'est l'approche micromécanique qui, dans sa version usuelle, va partir de la contrainte pour arriver à la déformation en passant par la loi locale, force, déplacement. C'est la méthode statique. On va utiliser dans cette méthode-là la méthode cinématique en partant de la déformation et j'arrive à la contrainte en passant évidemment par la loi locale. Et ce que je veux modéliser, ce sont ces essais-là de chargement isotrope des mélanges, donc kaolinite-momorionite. De la déformation au déplacement, on va utiliser la relation entre les deux. Dans le cas du chargement isotrope, la relation se simplifie. J'aurai cette relation-là. L0, ça va être la branche qui va lier les centres des clusters. La loi qui est là va être traduite en termes de teneur en eau.
Le R0, c'est le rayon moyen des clusters que je vais prendre à partir des photos eux-mêmes. Pour la loi locale, déplacement force va utiliser les expressions du potentiel que l'on va dériver et j'aboutis aux forces intercluster qui vont être donc combinaisons entre une partie répulsive et une partie attractive. Se pose la question ici des trois paramètres locaux. J'ai ici trois paramètres locaux, B, D min et A, et je n'ai pour l'instant pas de moyen d'aller les identifier expérimentalement. Donc, on va voir comment on s'est débrouillé en utilisant les essais macroscopiques pour approcher ces données-là, ces paramètres-là, qui sont des paramètres locaux de la loi. Néanmoins, on peut jouer avec les paramètres et voir quel peut être leur sens et comment ils vont fonctionner dans le modèle local. Alors, là, on a la force locale en fonction du déplacement normalisé par rapport à des mines, et on voit que le rayon, par exemple, normalisé par rapport à des mines, va jouer sur le pic d'attraction. Voilà, donc je peux jouer avec le pic d'attraction simplement en manipulant ce paramètre D sur D min, R sur D min. Les deux autres paramètres, A et B, ce sont des paramètres qui sont liés à la surface du cluster. Ces paramètres-là, on le voit ici, vont jouer sur la proportion que je vais mettre dans la loi de la partie attractive par rapport à la partie répulsive. En même temps, j'ai le R sur D min qui, lui, va fixer le faisceau sur lequel la loi locale va évoluer. Voilà, donc on a un peu, en jouant avec ces paramètres, on voit un petit peu comment ces paramètres vont jouer sur la loi locale. Je reviendrai tout à l'heure pour voir comment on les identifie. Alors, dernière étape, c'est de passer de la force locale à la contrainte. Alors pour ça, on prend une dérivation, une intégration. On va intégrer sur les mécanismes locaux, les mécanismes du système élémentaire que j'ai expliqué tout à l'heure, on va l'intégrer sur toutes les orientations. Donc, on va mobiliser les mécanismes sur toutes les orientations qui sont identifiées par alpha. Et là, donc, on a, à partir de cette relation, dans le cas du chargement isotrope, je me retrouve avec la relation entre la contrainte moyenne et la force locale. Je prends les relations à laquelle j'ai abouti. Le LC, c'est la branche que je mets en relation avec l'indice des vides, et je vais pouvoir, à partir de mes essais, ici, identifier la variation de la loi locale. J'ai la variation de la loi locale que j'exprime en termes de F, force locale en fonction de la branche. La variation de la branche va inclure la variation le déplacement local. Et je vais dire que je vais, pour identifier mes paramètres, prendre la loi locale et appliquer deux hypothèses. Les deux premières hypothèses sont des hypothèses qui sont prises de la corrélation de Biarrez et qui consistent à dire qu'à la limite de liquidité, je suis à une contrainte isotrope qui est à peu près égale à 7 kPa. À la limite de plasticité, je suis à 1000 kPa. Biarrez a obtenu ça à partir d'une corrélation d'un très grand nombre d'essais effectués sur un très grand nombre d'argiles. Et pour notre cas, je vais prendre un point sur la courbe macroscopique qui va correspondre à 300 kPa et je vais identifier donc ce point-là sur la courbe locale. Cela va me donner 3 équations à 3 inconnues et je vais identifier pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix, comme ça, mes paramètres locaux. Alors ici, on a une petite explication de comment varient
paramètres, mes matériaux par rapport à différents paramètres. Et ici, on a donc le tableau de tous les paramètres locaux. On a 5 paramètres de la loi, tous des paramètres locaux qui me permettent de faire fonctionner donc, mon approche micromécanique. Et j'aboutis donc à la modélisation de mon système sur chargement isotrope en faisant varier la momorionite, et cela donc montre la pertinence du modèle par rapport à cette variation de la minéralogie dans ce matériau variable. J'attire juste votre attention sur le fait que pour des teneurs en eau très, très élevées, donc on est à l'état de bout, la loi nous restitue une petite attraction. J'arrive à la conclusion donc de la partie 2, simplement pour dire que c'est un modèle qui est en cours d'élaboration. Hein, c'est un modèle, on travaille encore sur ce modèle, donc il est rattaché évidemment à un certain nombre de limitations, hein, il est limité par certains points, mais il donne des résultats quand même pour ce chemin-là assez encourageants pour pouvoir continuer. Voilà, merci beaucoup.